Mesdames et messieurs, il y a un an, ou plutôt 2 demi-années, tant les premiers 6 mois ont été différents des 6 derniers. Je reprends donc. Il y a 2 demi-années, à cette même tribune, je faisais un bref historique de notre université depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est terminée il y a 75 ans, décrivais ses projets et je concluais, comme vous l'avez entendu, en proposant une devise, Scientia Optimum, et en rappelant les valeurs qui nous guident. Aujourd'hui, nous sommes éprouvés par une crise que nous voulons croire derrière nous, mais qui ne disparaît pas et sans cesse se rappelle à nous. Nous sommes masqués et distanciés. Il y a 2 demi-années, la cérémonie de ce jour nous aurait paru, si on la regardait filmer, être tirée d'un très mauvais film de science-fiction ou être peut-être une vaste farce étudiante visant à démontrer les idées farfelues qui peuvent gerber dans les cerveaux académiques. Sans hésiter, on peut dire que la réalité dépasse la fiction. Je voudrais revenir brièvement sur les différentes étapes de la gestion de cette crise. Au départ, nous étions tous observateurs. Des informations nous venaient sur ce qui se passait en Chine. Ça paraissait lointain et très peu inquiétant pour nous, en oubliant que 10 heures d'avion à peine nous séparent de la Chine. Quand le problème était devenu italien, nous avons été un peu plus concernés. L'Italie, bien sûr, un pays avec lequel beaucoup de personnes résidant en Belgique ont des liens étroits. Et une destination bien fort prisée pour des vacances, qu'elles soient d'été ou d'hiver. Et puis, il y a eu cette prise de conscience que le problème était aussi chez nous. D'abord minimiser, vous avez entendu Fabrice Bureau, minimiser la gravité de la maladie, une mauvaise grippe, mais sont apparus des cas qui ont montré que ce n'était pas tout à fait cela. Des premières mesures. Je me souviens d'une réunion le 9 mars avec mes collègues recteurs à Bruxelles, dans un restaurant, sans masque. Nous avons discuté, nous avons recueilli des informations, appris un peu ce qui se passait en Flandre. Caroline Pauwels, la rectrice de la VUB, était aussi parmi nous. Et avons décidé qu'il fallait commencer à réagir et au minimum donner un message à nos étudiants comme quoi les festivités étaient peut-être une très mauvaise idée avec cette épidémie qui se développait. Et puis les choses se sont précipitées. Le jeudi de cette semaine-là, le 12 mars, nous annoncions simultanément le basculement vers l'enseignement à distance. Le 13 mars, une déclaration officielle du gouvernement mettant en place toutes sortes de mesures. Et la semaine suivante, l'économie et le pays se mettant largement en veilleuse pour pouvoir respecter des mesures de précaution. À ce moment-là, nous avions une vue encore à relativement court terme de l'épidémie. L'impression, c'est que ça va durer 1 mois, 2 mois, et puis ça va passer. La crise était vraiment vue comme temporaire, et quand on pensait à régler certains problèmes, postposer semblait être la solution. Cela a fait que l'examen d'admission en médecine a été postposé de début juillet à fin août, et que nous savons maintenant rétrospectivement, ce n'était pas forcément une bonne idée. La situation fin août était pire que la situation début juillet. Et nous avons dû changer en urgence les modalités. Madame la ministre s'en souvient parfaitement. Nous avons eu des visioconférences pendant l'été pour régler tout cela. Et je parlais tout à l'heure des personnes qui se sont mobilisées dans l'université. Ça a été aussi une des activités qui a demandé pas mal d'organisation et de mise au point, mais qui s'est très bien déroulée. Est venue en fait ensuite la phase la plus aiguë de la crise. On a commencé à voir les images des hôpitaux italiens surchargés. Chez nous, on n'en est pas arrivé là, mais on a vu monter les taux de mortalité et on a bien vu qu'on était dans une situation qui commençait à devenir
dramatique. Les mesures ont fait leur effet, la décroissance des infections est venue, on a pu progressivement lever les mesures. Dans les universités, nous avons clôturé le semestre, ou le quadrimestre plutôt, en maintenant les cours à distance, très largement fait des examens à distance, et même une deuxième session à distance, en se disant on ne sait pas ce qui va arriver, et ce n'était pas une mauvaise décision quand on a vu la reconnaissance au mois d'août. C'était une période d'une certaine accalmie. L'été a plutôt bien commencé. Nous avons pu, pour certains, commencer à faire des plans de vacances, se dire qu'il y avait moyen de partir. D'autres sont restés mobilisés par tout ce qu'il y avait à faire ici. Et puis cet été, c'est moins bien poursuivi, les situations sont devenues de plus en plus difficiles. Et nous savons maintenant que les zones rouges se multiplient et que le problème des rentrées de zones rouges est bien avec nous. Notre rentrée pour les étudiants a pu se réaliser en présentiel. Vous avez vu que notre campus manque de places de parking ou peut-être d'autres moyens de transport. Le stationnement sauvage a refait son apparition, ce qui est par certains côtés une mauvaise chose, mais par d'autres un bon signe. Ça veut dire que l'activité a bien repris dans notre université. Mais cette rentrée en présentiel est difficile parce que, comme dans cette salle, on met d'habitude 500 à 600 personnes. Je crois que vous êtes aujourd'hui à peu près 150 avec des distances. Et nous pouvons mettre un peu plus d'étudiants, une place sur deux, mais ça réduit quand même très fort la capacité et nous pose toute une série de problèmes. Pour faire face à tout cela, nous avons puisé dans nos ressources et nous sommes mobilisés. Nous sommes devenus des experts en différentes techniques, notamment la visioconférence. Je crois que si je demande à chacun d'entre vous de citer 3 systèmes au moins de visioconférence, j'aurai 90% de réponses correctes. Le truc, c'est de savoir où cliquer pour lever la main quand on veut prendre la parole. De ne pas oublier de couper son micro quand on ne parle pas et de l'allumer quand on reprend la parole. C'est un peu comme le masque que l'on laisse traîner sur le lutrin. Mais on peut un peu sourire de tout cela, mais nos enseignants se sont aussi appropriés nos outils d'enseignement à distance, notamment la plateforme eCampus et le système qui est derrière, qui est Blackboard. Et ça n'a pas toujours été facile, il faut bien le dire. Je vais remercier d'autres personnels tout à l'heure, et je dois dire que quand on s'y met et qu'on ne manque un peu, qu'on n'a pas fait ça précédemment, ça demande un certain apprentissage qui est tout à fait normal, et ça n'a pas été évident, d'autant plus que le système a dû être amélioré, étendu, pour que nous ayons les capacités nécessaires. Nous avons dû gérer énormément de contraintes, des urgences, improviser, réagir face à l'inattendu. Tout cela a fonctionné. Mais n'oublions pas que nos ressources ne sont pas inépuisables. Notre personnel, nos étudiants sont éprouvés. Certes, à des degrés divers, mais rares ceux qui sont totalement indemnes. Cela me mène à quelques réflexions sur comment nous faisons face aux situations difficiles. En fait, en préparant ce discours, je me suis dit la capacité des humains à faire face à l'adversité est assez extraordinaire. Pensons à ce à quoi on fait face ici les générations qui nous ont précédés lors des guerres du XXe siècle. Contemporainement, aux migrants qui entreprennent des voyages impossibles pour fuir les conflits, l'oppression et la misère et chercher une vie meilleure. Aux opposants aux régimes dictatoriaux, certains relativement proches, d'autres plus lointains, qui ne renoncent pas, qu'ils soient enfermés dans des prisons déshumanisantes ou empoisonnés. À ce propos, je voudrais dire que notre doctorant iranien Ahmed Babaï, dont nous avons souvent parlé lors des rentrées académiques, a été libéré et a pu reprendre son doctorat parmi nous. Pensons aussi à tous ceux qui vivent avec un handicap ou avec des problèmes médicaux graves. Il n'y a pas que le Covid.
ou qui font face à des drames familiaux, sociaux. Cette capacité à faire face à l'adversité nous vient certainement en partie de nos gènes, l'instinct de survie que nous partageons avec d'autres espèces. Mais je pense qu'il y a plus, qui vient de la capacité à s'accrocher à des idées abstraites, à des souvenirs, à des valeurs. C'est dans les moments difficiles que les valeurs prennent tout leur sens. Et je voudrais revenir brièvement sur celle que je vous présentais il y a un an. Dans une crise, l'intégrité, c'est d'avoir l'intérêt collectif pour seul objectif et s'affranchir des intérêts particuliers. C'est aussi pouvoir expliciter et défendre les motifs de ses actions. L'humanité, c'est quelles que soient les contraintes, ne jamais oublier que le respect des personnes est primordial. La liberté, ce n'est pas tout contrôler, mais laisser les idées s'exprimer et l'initiative se développer. L'audace, plus que jamais nécessaire, ce n'est pas se laisser figer par l'incertitude. La responsabilité, c'est se souvenir que dans cette crise, chaque action de chacun compte. C'est d'ailleurs aussi un sujet qui, par ailleurs, fait débat. La résilience humaine vient aussi de notre capacité à sortir, ne fût-ce que temporairement, de la réalité. Et là, je voudrais souligner l'importance de la culture et des arts, bien malmenés dans cette crise. Si un quatuor accorde est présent aujourd'hui, ce n'est pas pour donner le signal de la fête, mais pour nous rappeler que jouer, écouter de la musique dans des moments difficiles nous renforce. Il y a quelque chose de profondément humain. Je vous invite d'ailleurs à les applaudir avec moi. Il y a un deuxième élément central aux préoccupations universitaires qui, dans cette crise, a joué un rôle central, la science. On a rarement vu autant de scientifiques sur les plateaux de télévision. Rarement, peut-être même en dessous de la réalité, je dirais jamais vu. Virologues et épidémiologistes sont devenus quasi des titres de noblesse. La science et son fonctionnement a aussi été mis au centre des débats. Cette crise a été révélatrice. Des progrès, bien sûr. L'identification du virus a été rapide, son génome rapidement séquencé, les tests génétiques dont nous avons parlé tout à l'heure assez vite mis au point, la prise en charge des malades a rapidement progressé et il y a un travail acharné en cours pour le développement à la fois de traitements et de vaccins. Presque chaque matin dans la presse, on lit des informations positives. Certainement, des choses vont aboutir. Nous ne savons pas quand ni quoi, mais nous pouvons garder espoir. La crise était réalisée des progrès, mais aussi de l'absence de progrès. Quand on reparle de l'épidémie de grippe espagnole de 1918, ben finalement, on voit quasi les mêmes images que celles d'aujourd'hui. Masqués, distance, les mêmes précautions, les mêmes recommandations. Rien de bien nouveau. Restriction aussi, bien sûr, des déplacements. La crise a été révélatrice des dérapages qu'il peut y avoir dans la communication scientifique, où certains se livrent à la présentation comme étant des certitudes de ce qui n'est parfois qu'une hypothèse ou une intuition. C'est dangereux, parce que ça peut décrédibiliser le travail scientifique. Cette crise a aussi révélé la nécessité d'observation, d'expérience et d'analyse et de confrontation de points de vue pour progresser. C'est la méthode scientifique. Nous en avons toujours bien besoin. Nous sommes en train d'essayer de traiter un problème qui est un problème que nous vivons, dans lequel nous sommes.
Ça complique certaines choses parce que l'observation n'est pas neutre. On parlait tout à l'heure des tests et du test massif de nos étudiants. Au départ, on s'est dit, mais c'est un observatoire extraordinaire. Mais forcément, l'information qui va en revenir, par exemple que certains sont positifs et donc se mettront en quarantaine, va modifier l'observation. Mais peut-on éthiquement observer dans une situation comme celle-là sans se servir de l'information pour agir? Autre révélation, c'est que face à l'inconnu, la recherche fondamentale et appliquée se confondent. Il n'y a pas eu, avant cette année, de projet de recherche appliquée sur le virus SARS-CoV-2, parce que nous ne le connaissions pas. Et la recherche, qu'elle soit fondamentale ou appliquée, c'est répondre à des questions. Je les distingue de par la nature des questions posées, mais dans une situation comme celle-ci, la question appliquée et la question fondamentale se rejoignent. Quels sont les mécanismes de reproduction de ce virus? Comment interagit-il dans notre corps? Comment pouvons-nous développer un vaccin? Il y a de l'appliqué, mais aussi du tout à fait fondamental qui se confondent. La crise a aussi été révélatrice d'autres éléments troublants. On a parlé du début de la crise, notre perception, mais c'est un rapport à la réalité difficile. On voit un problème, on le minimise parce qu'il est lointain, sans se rendre compte qu'il peut nous arriver rapidement. Aussi, la facilité à diffuser et à faire accepter des idées que je qualifierais de non fondées, pour ne pas utiliser une expression plus forte, totalement fausse. La difficulté à bien communiquer et à faire adhérer à des mesures de précaution. Aussi, la grande variété qu'il y a dans la perception du risque. Certains sont téméraires vis-à-vis du virus, d'autres beaucoup plus craintifs, parfois à tort, parfois à raison, mais pas toujours rationnellement. D'autres sujets importants de recherche, pas dans les sciences médicales, mais plutôt dans les sciences humaines, qui étudient notre comportement. Bien, assez de bilan. Tournons-nous vers l'année qui s'ouvre. Dans quelles conditions nous vivre? Je crains malheureusement qu'il faut partir de l'hypothèse que l'épidémie ne va pas disparaître et que nous allons faire face à beaucoup d'incertitudes. Alors, comment répondre à cette situation? Première observation, je reviens à l'exemple de l'examen de médecine, ne postposons pas, faisons ce qu'il est possible de faire. C'est peut-être une certaine transposition du carpe diem. Chaque jour est un nouveau jour, profitons-en, on ne sait pas ce qui nous attend à l'avenir. Nous aurons bien sûr beaucoup besoin de flexibilité. Les changements au cours de l'année sont quasi inévitables. Les choses ne se passeront pas comme d'habitude. C'est presque la seule certitude que nous pouvons avoir. Et quand on fait face à des situations difficiles, il faut ménager nos efforts, pas se mettre en retrait des problèmes à résoudre, mais ménager les efforts qui, en fait, se concentrent sur des choses qui ne sont pas nécessaires. Les discussions futiles, les conflits tout à fait évitables. Concentrons-nous sur l'essentiel, sur nos missions que nous devons assurer. Quel projet pour cette année académique? Nous avons été forcés d'enseigner autrement. Ça a été vécu par beaucoup comme une contrainte, mais c'est aussi une opportunité. Capitalisons sur ce que nous avons appris et intégrons cela dans le long terme. Notre enseignement, et je suis convaincu que ce sera vraiment le cas, sera à l'avenir plus varié, plus stimulant, plus efficace. Les examens. Vaste sujet et gros débat sur les examens à distance.
au mois de juin, et puis dans une moindre mesure au mois d'août-septembre. Je ne vais pas revenir sur ces discussions, mais avoir dû modifier les modalités d'examen est une occasion de remettre en cause le rôle des examens et la place qu'ils prennent. Après avoir étudié aux États-Unis, j'ai toujours été interpellé par le temps que nous consacrons aux examens par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et parfois, je me dis que si nos étudiants voient dans leurs études comme objectif la réussite d'examen plutôt que l'objectif de se former, peut-être que notre organisation est en partie responsable de cela. La recherche. Les tests, ce qui a été fait, montrent qu'il est possible de faire énormément de choses avec audace et détermination. Audace, une de nos valeurs. Ça nous apprend qu'il faut oser sortir de ces lignes d'activité habituelles, tenter d'autres choses, explorer de nouvelles voies. C'est comme cela qu'arrivent les découvertes les plus significatives. Finalement, par rapport à ce que nous pouvons apporter à la société, bien sûr, comme traditionnellement et depuis des années, il y a la valorisation de notre recherche, mais aussi beaucoup d'autres choses, des idées, des analyses, des débats. Et comme ça a été montré, une capacité de réaction peut être insoupçonnée. L'université étant parfois vue, quand on la connaît moins bien, comme une grosse institution qui ne bouge pas vite, qui reste assez immobile et figée, nous avons montré que ce n'est absolument pas le cas. Avant de clôturer, je voudrais quand même donner un message vers les nombreux représentants de gouvernement qui sont présents. Je ne vais pas faire de liste de revendications. Je ferai un message concis. C'est comme pour les consignes sanitaires, quand elles sont trop complexes et nombreuses, on ne les comprend pas bien et finalement on les ignore. Je dirais donc simplement ceci. Les universités, et les 6 derniers mois l'ont encore montré avec force, sont un outil extraordinaire pour notre jeunesse et pour la société dans son ensemble. Mesdames et messieurs, préservez-les. Nous apporterons le meilleur. Scientia optimum. Je déclare ouverte l'année académique 2020-2021.